je pense que la première étape, c'est déjà d'identifier quelle est la peur derrière. Est-ce que, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, c'est la peur du rejet. Et dans ce cas-là, comprendre qu'effectivement, du coup, c'est pas enfin, c'est pas une fatalité que les gens potentiellement soient pas d'accord avec toi. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur le podcast, j'accueille Nina Ramen et Jessica De Prater pour échanger sur un sujet qu'on connaît bien toutes les trois, puisque accessoirement, on n'est pas hyper connus non plus pour avoir notre langue dans notre poche toutes les trois. Donc, le sujet d'assumer ses opinions sur les réseaux sociaux et surtout un peu sa voix, sa tonalité, sa façon de parler finalement, qui on est. Mais avant de commencer, je vais tout simplement vous laisser la parole pour nous dire qui vous êtes. Écoute, Nina, je te laisse démarrer tranquillement et puis Jess, je te laisse enchaîner. Super, merci Pauline. Merci pour l'invitation déjà, je suis très contente d'être là. Je m'appelle Nina Ramen et mon métier c'est d'enseigner le copywriting. Donc copywriting avec un W pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent. Copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots, vendre au sens large du terme, c'est-à-dire au sens d'obtenir un engagement, que ce soit sur les réseaux sociaux, justement comment tu vas faire interagir, du like, du commentaire, mais ça va être aussi dans les emails, sur une newsletter, comment tu rédiges une bonne newsletter, comment tu écris des emails d'approche pour tes clients. Et dernière chose, ça va être sur tes pages de vente, comment tu fais en sorte que les gens cliquent sur le bouton acheter. Résumé, j'aide les gens à faire cliquer d'autres gens sur des boutons. L'idée, c'est de pouvoir vendre même quand tu es à des centaines et des milliers de kilomètres de la personne. Et je rajouterais juste une composante, c'est que même si ton produit, c'est pas un produit en ligne où tu mets ta carte bleue et t'achètes, tu vois, ça peut être déclencher une action, par exemple, un call de découverte avec un commercial. Tu vois. Donc bref, c'est comment tu vends avec les mots. Et moi, mon métier, c'est d'enseigner ça. Et je le fais au travers d'une formation en ligne et d'un bootcamp qui est une formation de 8 semaines qui est dédiée aux femmes pour prendre la parole notamment sur LinkedIn. Et je pense que ça va être le sujet d'aujourd'hui. Complètement. Salut Pauline, salut Nina. Écoute, déjà, merci Pauline de m'inviter sur ce podcast, ça me fait très plaisir. Et c'est ma première table ronde, donc premier podcast à trois, donc hâte de découvrir ça. Moi, mon taf, du coup, je m'appelle Jess et mon taf, c'est d'aider les entrepreneuses à trouver des clients sur Instagram. Donc, grosso modo, je les aide à créer du contenu pour développer leur entreprise. J'ai commencé il y a 3 ans, je me suis lancée au départ en tant que community manager. Ensuite, j'ai fait du coaching et maintenant, je vends essentiellement des formations en ligne. Ok, top. Rapide, efficace, Jess. Merci pour cette présentation. Nina, si je peux me permettre, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Tu as beaucoup parlé de ta partie copywriting, vente, etc. Mais je pense que la partie assumer sa voix, etc., c'est aussi quelque chose qui est très important pour toi et qui fait que tu fais tout ça. Donc, de toute façon, toutes les trois, là, on va avoir un échange là-dessus. Et si aujourd'hui, sur cet épisode, j'ai absolument voulu avoir cet échange avec vous, c'est parce que je sais déjà qu'il y a énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui n'osent pas assumer qui ils sont et que ça leur met des bâtons dans les roues, clairement, alors qu'ils pensent au contraire que ça les aide peut-être d'être lisses, de se taire ou de faire exactement la même chose que les autres. Sauf que ça crée ce que ça crée, c'est-à-dire que on les voit pas, donc c'est un problème aussi. Et l'objectif de cet épisode aussi, c'est un peu que les gens qui nous écoutent repartent avec des clés pour se faire confiance et enfin comprendre qu'assumer sa voix dans sa communication en tant qu'entrepreneur, c'est juste un énorme game changer. Alors pour commencer, j'aimerais beaucoup savoir comment ça s'est passé pour vous, à quel moment vous avez enfin décidé d'être vous, d'assumer vos idées finalement, et est-ce que ça a été le cas dès le départ? Jess, peut-être je te laisse démarrer. Alors, juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est un peu l'erreur, moi, que je vois beaucoup, c'est de penser que, du coup, pour plaire sur Instagram, il faut un peu rentrer dans le moule, il faut un peu être lisse, alors que finalement, c'est un peu comme quand on se lance et on pense qu'en proposant un maximum de services, on va plaire au maximum de gens. Finalement, c'est un peu l'effet inverse qui se produit. Donc, effectivement, c'est hyper chouette d'en parler aujourd'hui. En plus, je trouve que c'est un sujet qu'on n'entend pas tant que ça. En tout cas, pas sur Instagram. Je sais que vous êtes plus sur LinkedIn ou peut-être un peu plus sur LinkedIn, mais pas trop sur Instagram. Donc, je suis très contente d'en parler aujourd'hui avec vous.
Moi, je pense que ce qui m'a fait assumer, entre guillemets, qui je suis et mes opinions sur Instagram, c'est pas un truc, c'est pas juste un truc isolé du jour au lendemain. Je me suis pas dit, bon, bah, il y a eu un déclic et je prends la parole et j'assume qui je suis et mes convictions. C'est vraiment plusieurs choses. La première chose, je pense que c'est parce que bah, je me suis lancée aussi pour être plus libre. Et avant, j'étais salariée, donc c'était pas juste pour être. Enfin, c'est aussi cool hein, d'être libre financièrement, d'être libre géographiquement, d'être libre au niveau de ses horaires. Mais j'estime que être entrepreneur, c'est aussi être plus libre au niveau justement de ses opinions. Et moi, j'avais plus envie en fait de faire penser aux gens que j'étais d'accord avec eux, alors que des fois pas du tout. Donc voilà, c'est ce switch déjà. Et ensuite, je pense que c'est aussi dans ma personnalité. J'ai jamais eu trop de mal à exprimer mes opinions depuis que je suis petite. Donc voilà, il y a forcément de ça aussi. Après, c'est pas non plus. Enfin, je savais aussi que au niveau de ma consommation, c'était Enfin, en fait, c'était naturel pour moi. Je suivais que des nanas, donc que ce soit des créatrices de contenu ou des entrepreneuses qui étaient engagées. Donc pas forcément qui voulaient changer le monde, mais qui assumaient leurs opinions, affirmaient leurs convictions dans leur thématique. Et du coup, je me suis dit, bah moi, je veux faire pareil, je veux être hyper transparente. Donc voilà, il y a eu ça aussi. Après, je dis pas que j'ai pas eu pardon de croyances limitantes. Au départ, ça n'a pas été aussi fluide que ce que ça l'est actuellement, donc ça a été aussi super progressif parce que tu n'arrives pas du jour au lendemain en mode je vais tout casser, je vais prendre la parole sur XY sujet et affirmer mes convictions à 300%. Donc c'est Ouais. aussi normal. Donc déjà, ça peut rassurer les gens qui nous écoutent de pas voilà assumer directement toutes ses opinions de A à Z dès le début. Donc voilà, ça a été assez progressif. J'ai vu que ça plaisait beaucoup, en fait, que plus je partageais mes convictions, mes opinions, mes valeurs, et c'est vraiment le montrer, hein, parce que des valeurs, c'est pas juste. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les valeurs, c'est juste une page d'un site internet en mode transparence, authenticité, Ah ouais, mais éthique. surtout Et en pas. fait, non. Ouais, voilà. En Ouais, fait, c'est c'est clair. vraiment le montrer aussi au quotidien à travers tous ces contenus. Et donc, j'ai vu que ça plaisait beaucoup, que c'est là où j'avais le plus de retours. Et là aussi, je pense qu'on reviendra sur les bénéfices après, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai aussi attiré bah, les clients qui me ressemblaient le plus. Et du coup, voilà, ça s'est aussi confirmé. Moi, après, avec ma manière d'enseigner, à chaque fois, j'incite au maximum mes élèves à affirmer leurs convictions dans leur thématique. Et je sais que c'est pas facile, mais voilà. Ok, bah, de toute façon, tu as soulevé le sujet croyances limitantes. Je pense qu'on va en parler après l'intervention de Nina sur le sujet. Yes, merci Pauline. En fait, moi, j'étais pas du tout prédestinée à faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire principalement écrire et m'exprimer sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Bon, la raison principale, c'était que moi, quand j'étais petite, j'étais ultra dyslexique. Et donc, qui dit dyslexique dit, ben, t'as des notes négatives en dictée, qui est quand même la seule matière à l'école où tu peux avoir des notes négatives. Et donc, il y a vraiment ce truc où, à la base, moi, c'est quelque chose qui me faisait peur parce que j'avais peur d'être jugée. Donc, disons que de base, tu vois, moi, j'étais même en termes de personnalité plutôt quelqu'un d'introverti qui interagissait pas énormément. J'étais pas la fille la plus populaire à l'école, quoi. Vraiment, j'étais un peu Hmm. la fille qui avait une amie et puis c'était déjà énorme, quoi. Donc, le fait de, tu vois, de m'exprimer et de donner mon avis, c'était pas quelque chose qui était assez naturel et assez intuitif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que un jour, je suis arrivée dans une boîte qui s'appelle l'école du recrutement. J'étais salariée et il se trouve que le CEO de cette boîte, qui s'appelle Laurent Brouard, lui prenait la parole sur les réseaux sociaux et il était hyper identifié sur LinkedIn à une époque où LinkedIn, c'était le no man's land. Il y avait personne. Vraiment, c'est pas du tout la plateforme de création de contenu que c'est aujourd'hui. Et donc, le mec, il postait et en fait, comme ça, il alimentait les leads de toute sa boîte, tu vois, en termes de business. Et je me disais, OK, super intéressant, le mec. Moi, j'étais en coulisses, j'étais au commercial. Donc, je voyais bien que quand Laurent parlait, ça faisait du lead, tu vois. Je me disais, wow, OK, super cool comme compétence, ça vaut peut-être le coup d'apprendre. Et donc, je me suis un peu formée dessus. Et, euh, et moi, j'ai jamais eu trop, en fait, de temps entre le moment où j'ai commencé à apprendre et le moment où j'ai commencé à pratiquer. J'ai appris trois concepts importants. On en parlera peut-être après. Mais j'ai testé mon troisième poste. Il a explosé. Il a explosé. Il a fait plus de 100 000 vues. Je sais plus, je crois que c'était 7 000 réactions. Bref, il a fait énormément de bruit. Et le poste, c'est marrant parce qu'il était quand même relativement clivant. C'était un truc sur le télétravail et ça s'appelait Les entreprises ont volé ma vie. Et donc, il y avait cette idée de, bah, on enferme les gens dans des bureaux.
À l'époque, il n'y avait pas le Covid, enfin, c'était pas du tout démocratisé. Donc, parler de télétravail, c'était déjà un sujet polarisant. Il y a des gens qui étaient radicalement pour, des gens qui étaient radicalement contre. C'est ça qu'on appelle un sujet clivant, en fait. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en me positionnant de manière très forte là-dessus, bah, j'avais eu un fort engagement. Et à l'inverse, j'avais aussi beaucoup de détracteurs qui me disaient, t'as un job, tu devrais déjà être contente. Ils n'ont pas tort en soi. Mais je me suis tout de suite rendu compte que le fait que ce soit polarisant, bah, ça allait rapidement tracer une ligne de gens pour et de gens contre. Et ce qui s'est passé là-dedans, c'est que, ben, en fait, ça m'a donné aussi envie, ça m'a rassurée parce qu'il y a plein de gens qui étaient super d'accord avec moi. Donc, ça m'a encouragée à continuer à faire ça. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à prendre le chemin. Après, ça s'est accentué dans le sens où bah, j'ai commencé aussi à positionner les sujets qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire le féminisme, sur un réseau social qui est quand même pas hyper féminin, surtout à l'époque. Enfin, moi, là, j'étais dans un top 10, il y avait 2 femmes sur 10, donc tu vois, c'était peu. Et donc, j'ai commencé à introduire aussi bah, du féminisme qu'on trouve beaucoup sur Instagram, mais sur LinkedIn, moi, je suis la fémène, quoi. C'est vraiment, c'est par rapport à la température de l'eau. Par rapport à la température de l'eau sur LinkedIn, si tu veux, c'est quand même très très radical ce que je dis. Et donc voilà, et donc ça n'a fait que s'amplifier et c'est alimenté exactement comme Jessica, je vais tout à fait aller dans ton sens par le fait que bah aujourd'hui, les clients qui arrivent jusqu'à moi, ce n'est que des gens qui ont passé tous ces filtres. Et donc finalement, il y a 99% de chances pour que ça colle entre elle et moi et vu que c'est un métier où j'enseigne, c'est quand même beaucoup plus cool d'enseigner avec des gens avec qui ça passe. Et t'as jamais eu peur par rapport à ton écriture, justement? Tes fautes d'orthographe, etc. Quand t'as commencé, tu vois, quand t'as balancé ce fameux post là, qu'est-ce que t'as fait? T'as pris quelqu'un pour corriger tes fautes? Comment ça s'est passé? Non, j'ai pris personne, j'ai balancé et je me suis dit bah on verra bien. Et alors celui-là, personne n'a relevé de faute, mais plusieurs mois après, j'ai fait un autre post où il y avait une faute au troisième mot. Et bah, en fait, il a fait 200 000 vues. Donc, je me suis rendu compte que, en réalité, le contenu de ce que je disais avait plus d'importance que la forme dans laquelle je le disais. Et Hmm. en tout cas, que c'était mon choix. Et d'ailleurs, c'est un choix radical. Et j'en ai fait des posts d'ailleurs en disant, OK, le problème, c'est que l'orthographe, c'est un truc hyper élitiste. Ça fait qu'il y a des gens qui ont peur de prendre la parole parce qu'ils ont peur de faire des fautes d'orthographe, parce qu'on met l'orthographe comme une valeur sur un piédestal au-dessus de tout. Alors qu'en réalité, ce que tu as à dire, c'est peut-être hyper intéressant, mais juste parce que tu as peur de faire des fautes, tu vas pas le dire. Donc, ça fait que la parole, elle est monopolisée que Ouais. par des élites, des personnes qui sont sûres non seulement de pas faire de fautes, mais en plus qui ont la confiance en eux pour le faire. Donc moi, mon choix radical là-dessus, ça a été, et d'ailleurs, ça fait partie de mes idées et sur lesquelles je suis hyper affirmée, c'est ben, en fait, on s'en fout de faire des fautes d'orthographe. Le plus important, c'est de parler. Il vaut mieux parler en faisant des fautes plutôt que de se taire. Ouais, en plus, tu parles Parce que de... parler, ben, c'est raconter. Parce que parler, c'est raconter son histoire. Parler, c'est donner ses opinions. Parler, c'est aussi bah, générer des leads, faire du bruit autour de soi. Et quand on sait que les femmes, bah, en fait, prennent moins la parole, bah, c'est aussi important bah, qu'elles le fassent plus. Donc, je les encourager dans ce sens-là. Hmm. Et tu parlais en plus de ça laisse la place que aux élites. Je crois que c'est particulièrement le cas sur LinkedIn. Encore plus. Sur Ouais. Instagram, beaucoup moins. J'y ai Moi, fait un tour là depuis 2, 3 semaines et effectivement, c'est un peu ce que je vois aussi. ouais, mais complètement. Bah, C'est LinkedIn, moins le cas quand même que moi quand j'ai démarré, mais c'est encore beaucoup le cas, quoi. Moi, je les appelle les sachants. J'aime bien leur donner ce nom. C'est des gens qui viennent et dès que tu fais un tout petit truc, ils sont là pour te rappeler alors, te dire que, bref, c'est pas le sujet. Et du coup, toi, Jess, tu disais que tu avais eu des croyances limitantes au début, que ça n'avait pas forcément été le hyper naturel, alors qu'au contraire, Nina, j'ai plutôt l'impression que c'était un peu plus naturel d'exprimer tes opinions puisque tu es arrivé direct pavé dans la mare avec un gros truc. Toi, Jess, du coup, c'était quoi est-ce que tu te souviens un peu, c'était quoi tes peurs à ce moment-là? Moi, je pense que en fait, tout est au niveau du mindset et c'était notamment lié à la peur du rejet. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette peur-là, en fait. C'est pas juste j'ai peur de poster parce que voilà, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort ou quoi que ce soit. C'est j'ai peur de poster et d'affirmer mes convictions parce que j'ai peur que les gens soient pas d'accord avec moi, qu'ils me clashent et que en gros, bah, je sois pas acceptée entre guillemets. Donc je pense que il y avait beaucoup de ça.
Maintenant, ça m'a pas non plus, ça m'a pas non plus empêché de prendre la parole. Et puis, comme je dis encore une fois, c'est surtout y aller progressivement parce que, comme Nina, en fait, plus je prenais la parole et plus j'affirmais mes convictions, mes valeurs, etc., plus ça marchait et plus surtout, je te rejoins là-dessus aussi, Nina, j'attirais des clientes qui étaient comme moi. Alors, autant je peux travailler avec des nanas qui ont 50 ans, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui viennent vraiment de tous horizons, de toute classe sociale, mais à chaque fois, on se rejoint sur les valeurs et sur la manière de voir l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je continue parce que même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, et bien sûr que ça fait partie du jeu, il y a forcément des gens qui seront pas d'accord avec toi. En fait, c'est comme dans la vie, juste les réseaux sociaux, c'est un peu amplifié parce que les gens prennent plus facilement la parole, surtout ceux qui sont pas d'accord avec toi alors qu'ils le feraient pas forcément dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie aussi, il y a des moments où t'es pas d'accord avec les gens, donc c'est exactement pareil. Et du coup, à partir du moment où j'ai compris que de toute façon, tu sais, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, peu importe tes convictions sur n'importe quel sujet, il y aura forcément des gens qui seront pas d'accord avec toi. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas pour autant que c'est des mauvaises personnes, c'est pas pour autant que toi, t'es une mauvaise personne. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas fait, là en l'occurrence, niveau professionnel, pour travailler ensemble. Et ça évite justement les mauvaises relations professionnelles. Moi, actuellement, mes clientes, encore une fois, elles me ressemblent grave, elles ont les mêmes valeurs que moi et ça me permet de kiffer encore plus mon travail, tout simplement. Non, non, je suis hyper alignée, c'est-à-dire que ça te fait un filtre. Et tu vois, la dernière fois, je faisais une soirée justement avec toutes mes clientes, parce que pareil, je travaille uniquement avec des femmes sur la partie prise de parole LinkedIn, parce qu'il y a vraiment des problématiques qui sont, je pense, très liées au fait d'être une femme, au fait d'avoir peu de rôle modèle, le fait tu vois, les femmes se font couper la parole 2 fois plus souvent en entreprise. En fait, ça te montre bien que même quand tu fais l'effort de prendre la parole, on vient de la couper, quoi. Et dernière chose, les femmes, elles postent, enfin, les hommes postulent au poste qu'ils veulent et les femmes postulent au poste qu'elles pensent pouvoir avoir. Donc, je pense qu'avant qu'une femme prenne la parole, il faut qu'elle soit sûre de chez sûre de chez sûre d'être experte, tu vois. Et donc, je pense que l'écosystème aussi un peu en non-mixité fait que, elles ont des problématiques et elles rebondissent sur leurs problématiques. Et aussi, autre chose, moi, j'ai identifié que, il y a cette peur, tu vois, en tant que femme, on est hyper exposé quand on sort dans l'espace public. On est potentiellement, on subit des agressions, des machins, des trucs. Et donc, ça fait que on transpose aussi cette peur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on va parler, on va investir l'espace digital, investir l'espace social, qui est un réseau. On va aussi projeter ses propres peurs. Donc, c'était juste enfin, je voulais juste rebondir sur ça parce que je sais que Jessica, tu travailles surtout avec des femmes et donc je trouve que c'était intéressant de voir ça Ouais, et de rebondir là-dessus. ouais, et enfin complètement, je trouve que c'est vraiment une problématique de femmes pour le coup, parce que moi je connais beaucoup d'entrepreneurs et eux n'ont pas ce souci de vraiment prendre la parole. Ils sont toujours là, genre en mode je poste, et puis les gens qui sont pas d'accord avec moi, je m'en fous. Mais je pense que c'est hyper sociétal aussi parce que on va pas se mentir, ça fait à peine quelques dizaines d'années qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit de passer le permis, qu'on n'a plus à demander à notre mari pour ouvrir un compte bancaire. Enfin, il y a plein de choses en fait qui font que historiquement et au niveau social, on nous a pas donné aussi la chance aussitôt que les hommes de nous exprimer. Donc je pense que forcément ça joue. Mais grave, j'ai remarqué que c'était vraiment une problématique plus féminine, quoi. Ouais, je connais pas les chiffres pour le coup, mais moi, quand j'accompagnais sur la partie contenu, j'ai l'impression que c'est une autre époque, c'est pas si vieux que ça non plus, mais quand j'accompagnais sur la partie contenu sur LinkedIn, j'accompagnais moi quasiment, je dois avoir entre 30 70 à peu près le ratio homme-femme. Et j'ai eu accompagné des hommes qui avaient quand même la difficulté de s'exposer, on va dire, mais c'est vrai que c'était pas tout à fait pour les mêmes raisons. Donc c'est quand même hyper important de le soulever. Et ce qui est sûr, c'est que moi, en tout cas, vu que j'ai eu les deux, c'est ce que je dis, j'avais quand même moins d'hommes sur cette problématique-là. Et d'ailleurs, vous parliez là, vous avez parlé de comment vous avez finalement assumé, est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire, etc., etc. Moi, je me souviens quand je suis arrivée sur LinkedIn, c'était comment dire, c'était ouais l'espace des élites, hein, on va le dire comme ça au moment où moi je suis arrivée. Et en fait moi dernière expérience pro, je me fais virer. Donc déjà on voit le profil de la meuf qui débarque, qui a 25 ans, et tout de suite je me suis fait emmerder par les vieux de la vieille, les grands sachants sur LinkedIn, etc. Mais hyper rapidement, hein. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à sortir un chouïa du lot, a commencé à me faire chier. C'est direct, c'est arrivé. Mais je sais que moi, je suis arrivée sur LinkedIn, en tout cas, parce que j'ai commencé par LinkedIn, euh, direct avec
pour objectif, quelque part, de disrupter un peu. En mode, OK, c'est qui ces gens-là qui se prennent pour je sais pas qui? Moi, je vais leur dire que qu'on est pareil, en fait. Et donc, du coup, moi, J'adore. c'est vrai que j'ai pas eu ce blocage, tu vois, d'aller un peu à l'encontre de ça. Et donc, c'est marrant de voir que là, bah, toutes les trois, on n'a pas connu les mêmes croyances limitantes, entre guillemets, même si je te rejoins, moi, Jessica. Moi aussi, ça n'a pas quand même été hyper facile. C'est-à-dire que c'est pas non plus hyper naturel. C'est-à-dire que tu dois te forcer un peu, tu dois grossir tes traits. Et surtout, moi, par exemple, par rapport à mon histoire, le fait que je me suis fait virer, etc., bah, plus ça allait, parce que je me suis fait virer 3 fois quand même. Donc, au bout d'un moment, tu comprends. Et plus ça allait, plus je m'enfermais dans une case, et plus la case était petite, et plus la cage devenait petite, 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 petite. Donc, du coup, j'ai dû aussi ressortir de mes cages au fur et à mesure pour assumer aussi mes opinions. Mais bref, hyper, hyper intéressant tous ces sujets-là. Et concrètement, à votre avis, et avec l'expérience que vous avez, des accompagnements aussi que vous faites avec vos clients et vos clientes surtout, puisque vous accompagnez que des femmes pour toutes les deux, euh, comment on passe outre le regard des autres? Parce que tu disais tout à l'heure, Jess, de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera critiqué. Mais alors ça, mais je plus sois en fait, clairement. C'est-à-dire que tu t'effaces, on va dire que tu t'effaces. Tu l'ouvres, on va dire que tu l'ouvres trop. T'es neutre, on va dire que t'es la Suisse. Enfin bref, ça n'ira jamais de toute façon. Donc comment on passe outre ce fameux regard des autres? Parce que je pense que ça fait grandement partie des croyances que les personnes ont sur les réseaux sociaux et les entrepreneurs pour s'exprimer. Ouais, je vais commencer du coup. Je pense que la première étape, c'est déjà d'identifier quelle est la peur derrière. Est-ce que, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, c'est la peur du rejet. Et dans ce cas-là, comprendre bah, qu'effectivement, du coup, c'est pas une fatalité que les gens potentiellement soient pas d'accord avec toi. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que eux, c'est des mauvaises personnes ou que toi, tu es une mauvaise personne. C'est juste que vous avez pas le même avis sur un sujet. Il y a d'autres peurs aussi qui peuvent, là, moi, de mes accompagnements et de mes formations, je vois beaucoup. C'est la peur de l'échec, de faire un flop, c'est-à-dire de prendre vraiment la parole et en fait que ça fasse 0 like, 0 commentaire, 0 partage. Ça aussi, c'est une grosse peur. Et ça, du coup, il faut plus travailler pour moi sur tout ce qui est bah, accepter que l'échec, ça fait partie du processus et que de toute façon, il y a des postes qui marcheront moins bien que d'autres. Mais en général, d'expérience, quand même, justement, les postes qui sont un peu bah, très affirmés comme ça, c'est des postes qui marchent bien, qui potentiellement peuvent engendrer des commentaires négatifs, mais qui marchent aussi très bien. Et la troisième peur que je vois aussi, c'est cette peur de ne pas être légitime. C'est genre en mode, tu démarres, je sais pas, moi, ça fait juste 1 mois que tu viens d'ouvrir ta micro-entreprise. Et en gros, tu te dis, mais je suis qui, moi, pour prendre la parole sur ce sujet-là? Et bah là, encore une fois, comprendre que t'as pas besoin d'avoir 10, 15 ans d'expérience, d'être une pointure dans ton domaine pour donner ton avis sur un sujet. Et voilà, y aller progressivement. Je pense que il y a des formats aussi qui sont plus adaptés que d'autres pour commencer. Je parle vraiment pour les personnes qui ont vraiment du mal à prendre la parole. Par exemple, moi, je sais que le podcast, c'est un format sur lequel je me sens super à l'aise parce que je me sens vraiment dans une safe place. Il y a aussi ce côté où tu sais qu'un podcast, il peut pas être commenté. Donc voilà, il y a aussi des formats qui sont plus adaptés. La story aussi. Par exemple, si on reprend le cas d'Instagram, faire des carousels, des posts coup de pied au cul, opinion très affirmée, c'est cool, moi j'en fais plein. Mais si au départ tu te lances tout juste et que tu as vraiment peur des retours, bah, peut-être plus commencer par le format story parce que, bah, encore une fois, les interactions elles sont au niveau privé. Donc tu as peut-être moins peur du regard des autres parce que tu sais que ça va pas être public. Et je pense que aussi au bout d'un moment, comme tu le dis, Pauline, toi, tu arrivé avec l'intention sur LinkedIn vraiment d'affirmer ta vision, entre guillemets, des choses. Et je pense que c'est ça, quand on crée une entreprise, quand on crée une activité, c'est aussi parce qu'on veut porter un message qui nous dépasse, entre guillemets. Donc, mettre un peu son ego de côté, je sais que c'est pas facile à faire, encore une fois, hein, c'est des conseils voilà, qui sont pas forcément, qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Mais voilà, conscientiser que tu es là pour faire passer un message, pour apporter aussi ta pierre à l'édifice. Et du coup, bah, ton message, il doit un peu te dépasser. Et du coup, tu te dois de prendre la parole sur ces sujets-là. Et le dernier conseil que je donnerais, ça fait déjà pas mal de choses, mais c'est de se demander finalement c'est quoi le pire des scénarios. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de peurs qui sont irrationnelles. Et au final, le pire des scénarios, c'est quoi? C'est que y ait quelqu'un qui vienne te dire que tu dis de la merde et que il est pas d'accord avec toi.
Mais ça, encore une fois, enfin, tu vas t'en remettre. C'est un peu comme quand tu arrives en soirée et que tu as mis 1000 ans à choisir ta robe et qu'on arrive et que quand tu arrives, on te fait une vieille réflexion sur ta robe, bah, tu as un peu le seum. Au départ, oui, tu es un peu déçu. Enfin, voilà, ça te chamboule un peu. Mais finalement, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Et je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. En fait, la balance bénéfice-risque, Ah, elle est bien plus en faveur des bénéfices que des risques, quoi. ouais, on va parler de toute façon des bénéfices et des côtés moins bien aussi. Et toi, Nina, alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais... T'as dit pas mal de choses, Jess, mais comment on fait pour passer outre le regard des autres? Ouais. Alors, je vais dire un petit peu ce que moi, je fais appliquer, j'ai appliqué moi, personnellement, et puis que je fais appliquer notamment dans le bootcamp qui est le produit sur lequel j'accompagne, quoi. La première chose, je rejoins tout à fait Jess quand elle dit que la peur du rejet, elle est viscérale. C'est-à-dire que la peur du rejet, le cerveau humain, il est conditionné pour ne pas sortir des clous. Parce que sortir des clous, ça veut dire potentiellement être rejeté du groupe. Et à l'époque, quand on était encore des chasseurs-cueilleurs, bah, être rejeté du groupe, ça voulait dire mourir. Donc, faut vraiment intégrer que ton cerveau, il est conditionné pour te mettre des warnings dans ta tête pour ne pas que tu le fasses. Donc, il faut déjà comprendre pourquoi et d'où ça vient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui guérit un peu ça, c'est le fait de dire à ton cerveau, bah, tu auras quand même un groupe dans lequel tu seras et duquel tu ne vas pas être rejeté. Et moi, c'est vraiment ma méthode de travail. C'est pour ça que je travaille avec des groupes de femmes. Elles sont 20 et elles s'entraident. C'est pour ça que c'est un bootcamp, tu vois. Elles commencent ensemble, elles finissent ensemble. Et l'idée, c'est qu'elles créent en fait une armée. Quand il y en a une qui se fait attaquer, il y en a 19 autres qui débarquent. T'inquiète que le mec, en Inde, c'est souvent des mecs, ils mouvent pas trop, quoi. Donc tu vois, tu crées une armée de pairs, en fait, de personnes qui vont t'aider, qui non seulement vont vivre les mêmes galères parce qu'elles progressent en même temps que toi, donc elles vont partager tes galères, elles vont t'aider, elles vont te donner des astuces en plus de ce que nous, on va te dire, mais elles ont un autre point de vue puisqu'elles progressent en même temps que toi. Et dernière chose, elles vont les marave, tu vois, s'il faut. Et t'as vraiment ce truc-là de sentiment, en fait, de safe place. Et tu vois, Jessica parlait tout à l'heure de safe place. C'est un endroit dans lequel tu t'es rassuré. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, de toute façon, un commentaire, tu peux toujours le supprimer. Donc, même Ouais. s'il y a un commentaire négatif, tu peux toujours le supprimer. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu peux toujours supprimer ton post. Donc ça, c'est la peur des haters, la peur vraiment des personnes qui vont contredire. Ensuite, il y a la peur de pas réussir. Genre, si je fais ça, bah, je vais échouer, je vais avoir 0 like, 0 commentaire. Encore une fois, tu peux supprimer si tu as honte. Mais aussi, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les réseaux sociaux sont suffisamment bien faits pour que ce qui est nul meure. Ce qui est nul meurt dans le sens où si ton post il génère pas trop d'interaction, bah en fait l'algo il va pas le pousser. Donc l'algo il est créé pour plaire à des humains, c'est-à-dire que l'algo il va mesurer combien d'humains vont interagir. Ah trop bien, il y a plein d'interactions, ok je vais le pousser à encore plus de personnes. Mais s'il y a personne qui interagit, il va dire ok en fait c'est éclaté, je vais pas le pousser davantage et donc personne ne verra que tu t'es ramassé. C'est un peu comme dans la rue quand tu te balades et que tu trébuches, t'as l'impression que tout le monde t'a vu. En fait, personne t'a vu, quoi. Les gens, ils sont sur leur portable, ils sont en train de faire leur vie. Toi, t'es très auto-centré sur toi, mais en fait, les gens, ils font autre chose, quoi. Les gens le sont tout Donc ça, autant. voilà, c'est ça, exactement. Les gens se sont tout C'est autant. ça, oui, complètement. Enfin, c'est grave aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que les meufs, quand elles se lancent, elles pensent que elles vont poster un post et que du jour au lendemain, tout le monde va le voir. Mais genre vraiment, toute la France va le voir. Alors que, en fait, au début, tout le monde s'en fout de ce que tu fais, entre guillemets. Et même au contraire, c'est plus quand tu commences, entre guillemets, à réussir, que les gens sont plus tatillons sur ce que tu peux faire ou ne pas faire, tu vois. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. C'est exactement ça. Dernière astuce aussi, ou chose à mettre en place, c'est la répétition t'insensibilise. Donc au début, ton cerveau, il va paniquer. Et moi, dans le bootcamp, je leur dis de poster un post par jour, tous les jours pendant 30 jours. Donc le premier fois, c'est dur, la deuxième, c'est dur, la troisième, c'est un peu moins dur, etc. Jusqu'au jour où le dernier jour, 30e jour, elles me disent, ah ouais, non, mais en fait, poster maintenant, c'est comme me brosser les dents. Il y a plus de sujet. Donc, il faut 21 jours pour créer une habitude. Euh, ça marche aussi dans le fait d'insensibiliser ton cerveau. Et dernière chose aussi, deux dernières choses. Le premier, c'est quand tu vas poster et que tu vas poster des choses qui sont un peu clivantes, polarisantes, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont radicalement pas d'accord, certes, mais il y a aussi des gens qui sont radicalement d'accord. Et des gens, tu vas créer des relations avec des personnes qui te ressemblent. Et ça te donne de l'énergie. Et dernière chose aussi, c'est on compare souvent le contenu qu'on crée
au contenu d'autres créateurs et d'autres créatrices. Donc, on compare ce qu'on voit, alors que nous, bah, on compare notre intérieur de ce qu'on vit à ce qu'on voit. Donc, on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. Et on voit des posts, on dit, ah, mais elle, c'est trop bien ce qu'elle fait, ou lui, c'est trop bien ce qu'il fait. Et il y a une espèce de superposition entre notre valeur à nous, les valeurs de nos likes, les valeurs de nos commentaires, tout ça commence un peu à se mélanger. Regardez ce que la voisine, elle fait, mais elle est mieux que moi, etc. Et ça, je pense que c'est hyper toxique. Et le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est aussi de se protéger. Et pour ça, ben, enlever les écrans, les temps d'écran minimum. Moi, tu vois, j'ai plus LinkedIn sur mon téléphone. Je scrolle pas. Je vais juste voir les créateurs que j'aime. Et sinon, je passe 5 minutes pour programmer mon post et merci, au revoir, quoi. Et le commenter un peu quand il faut. Et ça encore, tu peux le déléguer, tu vois. Donc, il y a aussi cette idée, tu vois, si tu es très sensible à la comparaison, bah, ça peut aussi te, te rendre les choses toxiques. Et dans cette idée, tu vois, nous, on fait enfin, moi, ce week-end, je suis partie en retraite créative. J'étais dans la nature pendant 24 heures parce que le fait d'être coupé de tous ces jugements, bah, fait que tu es beaucoup plus créative et tu auras beaucoup plus d'idées, c'est beaucoup plus facile. Ouais, hyper bon tips sur la partie comparaison. Moi, je le dis souvent, en fait, évitez la friction, soyez intelligent. Si ça vous touche, vous mettez pas, en fait, face à ce qui vous touche. Et tu parlais aussi on compare finalement ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, clairement, moi, ça aussi, je le dis souvent, arrêtez de comparer l'arrière-boutique, en fait. Vous la connaissez pas, La l'arrière-boutique des cuisine. autres. Vous la voyez pas. Donc, clairement, hyper intéressant là-dessus. Et sur la partie pas faire de like, moi, je souris parce que, bon, les gens ne me voient pas sourire là, mais j'ai dû diviser par peut-être 10 mon engagement sur LinkedIn et je m'en fous. En fait, je suis vraiment sortie de l'ego. J'ai eu un moment aussi où quand j'étais encore spécialiste LinkedIn, donc ça remonte à il y a 2 ans, où ça me touchait beaucoup. Mais à ce moment-là, j'avais encore beaucoup d'engagement. Et dès que j'avais un peu moins d'engagement, j'étais là, ouais, les gens, ils vont penser que je suis plus légitime, etc. Donc, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de comment commencer, mais des fois aussi, la pression, elle vient plus tard. Tu veux toujours taper plus haut, etc. Et moi, j'ai complètement lâché cette histoire. C'est-à-dire que, et surtout, ce que j'avais peur, la peur qu'il y avait derrière, c'était que les gens ne me fassent plus confiance. Et en fait, il y a un moment donné, genre, je me suis dit, en fait, Pauline, à un moment donné, les likes, c'est pas. En quoi les gens te feraient plus confiance, tu fais moins de likes, tu vois. En fait, non, pas du tout. Ça n'a rien changé à mon business, rien du tout. J'ai même baissé, d'ailleurs, la première année, il y a 2 ans, là, j'ai baissé, mon engagement a baissé, mais mon chiffre d'affaires a augmenté. Donc, en fait, déjà, détendez-vous, en fait. Voilà, je profitais de dire ça là-dessus. Mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, de dire de se détacher de l'ego. Parce que c'est aussi de l'ego, hein, de se dire je veux faire du like, etc. Bien sûr. C'est aussi ça. Et c'est très bien Et d'avoir de l'ego. Mais c'est juste que quand ça devient destructeur pour vous, c'est là où il faut se remettre un peu en question là-dessus, quoi. ouais, on est complètement matrixé, enfin, de manière générale, hein, je parle de la société, par tout ce qui est nombre de likes, nombre de commentaires. Moi, j'ai même des nanas qui viennent me voir, leur problématique, quand je leur demande ce que c'est, le premier truc qu'elles me disent, c'est pas j'ai pas de clients sur Instagram, c'est pas j'arrive pas à développer mon entreprise sur Instagram, c'est mes posts font pas de likes. Ça me Et rend je dingue. pense que, tu vois, c'est vraiment, tu vois, vraiment le syndrome de la star. Et genre, à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais enfin, est-ce que tu es là pour faire des likes ou est-ce que tu es là pour vivre de ton activité? Tu vois, c'est deux questions qui sont complètement différentes. Et effectivement, on se rend compte que de toute façon, c'est pas parce que tu as pas trop de visibilité ou pas trop d'engagement que tu peux pas vivre de que tu peux pas vivre de ton activité, que tu peux pas générer du chiffre d'affaires. Bien au contraire, ça a rien à voir. Donc, ouais, c'est super important. Mais ça, c'est vraiment, je pense que c'est aussi tu sais, ce côté, des fois, on suit beaucoup d'influenceurs qui ont énormément de likes. Je sais pas, dans notre tête, on se dit, bah, le succès, c'est le nombre de likes. Mais en fait, pas du tout, quoi. Juste complément par rapport à ça, encore une fois, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Parce que les notifications sur notre cerveau, ça agit comme des Mm, shots mm, de dopamine. Et donc, physiologiquement, on est configuré pour être réceptif à ça. C'est pas, oui, mm, alors je suis d'accord, je vous rejoins sur l'ego, sur le narcissisme que ça provoque, cette exposition. Mais, il y a aussi un truc que les réseaux sociaux sont optimisés pour agir comme de la drogue. C'est-à-dire que la petite notification, si elle est en rouge, s'il y a un chiffre dessus, et si tu n'arrives pas à résister pour cliquer dessus, bah, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des choses qui ont été mises en place par les créateurs, que ce soit de LinkedIn, que ce soit d'Instagram, que ce soit de tous les réseaux sociaux, pour te donner envie.
d'aller sur la plateforme parce que, bah, en fait, la plateforme, ils vendent quoi? Ils vendent de la publicité. Donc, plus tu vas passer de temps sur la plateforme, plus tu vas consommer de la publicité et plus, en fait, le business model derrière, il est rentable. Donc, il y a ça aussi. Il y a quelque chose qui a été fait aussi pour bah, nous créer cette addiction-là. Donc, je vous invite d'ailleurs à regarder, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais derrière nos écrans de fumée, il y a un Ouais, sur documentaire Netflix, ouais, je Netflix où, l'avais en vu. gros, t'as, t'as tous les grands Facebook machin qui disent, bah, nous, on met pas nos enfants devant Instagram et devant Facebook. C'est vraiment ce truc de quand t'as des likes, quand t'as des abonnés, t'as l'impression en fait d'être aimé. Du coup, c'est ça que tu kiffes et c'est ça qui rend ton addiction, quoi. Mais quand on a conscience, déjà, je pense que ça permet Mm, voilà, de faire la part des choses, quoi. complètement. Et du coup, c'est quoi les bénéfices à être soit à 200% dans sa communication quand on est entrepreneur? Alors, on a parlé d'attirer des gens qui nous ressemblent, etc. Mais ce serait quoi allez, je sais pas, on va essayer d'en dire 3, 4. Ouais, ouais, bah, bénéfice numéro un, moi je dirais que c'est le fait d'être hyper aligné par rapport à tes clients. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment cette idée d'avoir des gens qui te ressemblent. En fait, tu crées un bain à ta température. Voilà. Tu crées un bain, la température la température du bain, elle est pile à 37 degrés pour toi. Donc, t'as que des gens qui adhèrent. Moi, je suis très féministe, je suis très engagée. Globalement, l'intersection entre ma communauté et les gens qui votent Éric Zemmour, il y en a pas, tu vois. Et ça me va très bien, en fait. Donc, tu vois, ça c'est déjà, tu choisis les gens à qui tu vas transmettre. Et donc, la friction derrière, eh ben, elle est quasi nulle, surtout quand tu fais des métiers comme les nôtres, où tu enseignes, où tu es beaucoup avec les personnes avec qui tu interagis. Ça, c'est la première chose. Bénéfice numéro 2, ben, c'est les leads que ça génère. Enfin, c'est clairement, en termes, tu as la qualité, mais tu as aussi la quantité. Quand je dois remplir un bootcamp, moi, j'ouvre une semaine après, toutes les places sont prises, quoi. Donc, tu as une espèce d'attente que tu crées avec des personnes qui suivent tes contenus, qui te font confiance, qui ont envie de t'acheter. Et donc, cette jauge de confiance, elle augmente, tu crées de l'attente. Et donc, ça, c'est génial. Et la troisième chose que je dirais, c'est que comme tu as une audience, et ben, tu peux créer les produits en fonction de ton audience. C'est-à-dire que tu as accès déjà à des gens qui te font confiance, qui t'apprécient, qui aiment ta manière de voir les choses. Et le seul taf que tu as à faire, c'est de leur mettre le bon produit en face. Le seul, voilà, la seule chose que tu as à faire, c'est de les appeler et de leur dire, écoute, là, tu voudrais quoi de Nina? Et moi, c'est ce que j'avais fait, parce que moi, j'avais commencé à construire ma communauté quand j'étais salariée. Donc, contrairement à vous deux, je pense que ça m'a aidé parce que j'avais déjà un safe place, j'avais un boss qui publiait sur LinkedIn, qui m'avait encouragé là-dedans, et donc je savais en fait que je pouvais prendre des risques et que ça serait pas problématique, ça mettrait pas en danger aussi, même financièrement. Donc, j'ai commencé à publier quand j'étais salariée, ça a duré 3 ans. J'ai construit une communauté. Le jour où j'ai ouvert la boutique, il y avait la queue devant le restaurant, en fait, parce que bah, tout le monde me connaissait déjà et m'avait déjà identifié sur ma thématique. Mais ce que j'ai fait au moment où j'ai ouvert la boutique, c'est que j'ai demandé aux gens de prendre des calls avec moi. Donc, j'avais programmé une trentaine de calls. Je leur disais, hey, salut, tu as 1 heure du temps de Nina. Si tu avais 1 heure du temps de Nina, qu'est-ce que tu voudrais? Et je pensais que les gens me disaient, bah, j'aimerais que tu écrives pour moi, j'aimerais que tu fasses pour moi. Et les gens m'ont dit, bah, j'aimerais que tu enseignes. Et donc, j'aimerais du coaching. J'aimerais, voilà, sur mes newsletters, sur mes pages de vente, sur LinkedIn. Et donc, c'était intéressant, c'est que j'ai découvert ma communauté et les besoins de ma communauté. Et donc, à partir du moment où tu as ça, bah, tu peux même vendre avant de créer le produit. Le bootcamp, j'ai les places, elles ont été vendues sur la première édition. J'ai vendu les 20 places avant même d'avoir créé le produit parce que j'avais des gens qui me faisaient confiance. Donc, j'ai pas eu besoin d'avancer les frais. J'ai pas eu besoin de me mettre en risque. J'ai d'abord encaissé en disant, bah, vous aurez un truc cool. Et je les remercie parce que elles ont signé vraiment sur ma tête, quoi. Et derrière, ben, j'ai délivré un produit qui elles ont, etc. et qu'on a refait. Donc ça, c'était hyper cool et je pense que je l'aurais pas pu le faire sans avoir de communauté. Et cette communauté, tu l'as construite parce que tu as assumé aussi tes convictions et que tu t'es différencié grâce à tes convictions aussi. Ouais, des copywriters, des gens qui enseignent un peu comment ça se passe sur LinkedIn, il y en a plein, mais vraiment, il y en a plein et encore plus aujourd'hui. Mais par contre, il y a qu'une seule Nina Ramen. Il Ouais. y a qu'une seule Nina Ramen parce que quand on passe à Nina Ramen, on pense à ben, écriture forcément, mais on pense à entrepreneuriat, on pense à féminisme, on pense à maternité, parce que moi j'ai construit un peu en public ma maternité, donc j'en parle beaucoup de ce que c'est qu'être une femme, d'avoir son enfant en même temps, etc. Donc voilà. Je parle d'éducation. Et donc l'intersection de tous ces sujets, ça fait ce qu'on appelle mon monopole personnel. Le monopole personnel, c'est l'intersection entre tes compétences, ta curiosité
et finalement ta personnalité. Et ça, bah, il y a 8 milliards de monopoles personnels sur Terre. Personne ne peut copier. Les gens pourront copier ton produit, ils pourront copier ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est même pas copier, c'est juste qu'ils font la même chose que toi. Mais par contre, bah, ils pourront jamais copier ton monopole personnel, qui tu es. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, il y a plein de personnes qui proposent ce que je propose, mais il y a qu'une seule Nina Ramen, concrètement. Ouais. Parce que c'est aussi mon histoire, c'est aussi qui je suis. Tu sais que quand tu arrives chez Nina, bah en fait, tu auras des valeurs féministes, tu auras des valeurs qui sont plutôt sociales et d'engagement. On s'en fout de l'orthographe. Tu vas avoir énormément de passages à l'action parce que bah, il y a un challenge, machin, Nina est dans l'action. Voilà, tu sais que tu auras tout ça versus des personnes qui se diront bon bah non, moi je veux un truc hyper parfait, je veux que chaque poste il soit hyper chiadé, etc. Je veux pas tout de suite passer à l'action. Enfin, tu vois, il y a des personnes pour qui ça correspond pas. Pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment l'un des premiers gros bénéfices, c'est-à-dire que ça élimine quelque part la concurrence. C'est-à-dire que oui, tu as des concurrents, évidemment, comme toute boîte, mais la personne qui vient chez toi, elle ira pas chez le voisin. Et c'est complètement OK qu'elle aille aussi chez le voisin, tu vois. C'est exactement ça. Et toi, du coup, Ouais, et en fait, il y a juste, là. je vais donner juste un exemple sur ça, tu vois, sur mon positionnement et sur moi, il y a Thibault Louis, qui est aussi quelqu'un qui prend beaucoup la parole sur LinkedIn, mais on n'est pas du tout pareil, en fait. On peut vendre des produits qui se ressemblent, mais alors les gens, c'est impossible qu'ils hésitent entre le bootcamp de Thibault Louis et le bootcamp de Tina Ramen, quoi. C'est très, très bizarre, en fait. Ouais, mais complètement. Tu as donné un bon exemple. Et ouais, bah du coup, moi, ce que je dirais, alors j'approuve à 3000% tout ce que tu viens de dire, Nina, vraiment 3000%. Le Alors, en plus, forcément, du fait d'attirer des clients qui te ressemblent, parce que pour moi, ça vraiment, ça n'a pas de prix. Effectivement, le gros point positif pour moi, c'est que tu te différencies. Et on est quand même dans l'entrepreneuriat, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a de plus en plus de prestataires de services, il y a de plus en plus de marques. Ça devient de plus en plus compliqué d'avoir de la visibilité, de trouver des clients. Et au-delà d'avoir une offre qui est différente, d'avoir un positionnement qui est différent, d'avoir des compétences qui sont un peu différentes, c'est une manière de se différencier que d'affirmer ses convictions, de prendre la parole et de dire tout simplement ce qu'on pense. Moi, je prends souvent, mais en fait, enfin, surtout quand on fait de la prestation de service, je trouve, peu importe les prestataires de service, on n'achète pas chez eux que pour leurs compétences. On achète aussi parce qu'on a le choix en fait entre plein de prestataires de services. Je sais pas moi par exemple des coiffeurs il y en a plein tu vois et il y en a plein qui font de l'excellent boulot. Mais chez qui je vais aller? Je vais aussi aller chez un coiffeur avec qui je me sens bien, avec qui je peux partager des valeurs, des centres d'intérêt, des convictions. Et ça marche pour tous les domaines d'activité. Donc, c'est vraiment un moyen de se différencier à 3000% vraiment. Ensuite, je dirais que quand tu affirmes tes opinions, t'as pas l'impression de jouer un rôle et c'est super important. C'est ce que je disais au tout début du podcast, c'est que moi, je me suis aussi lancée pour arrêter d'être d'accord avec mon patron, avec mes collègues, de faire genre, voilà, vous avez raison, machin, alors que je pense pas du tout. Du coup, c'est aussi, voilà, une manière de plus kiffer ton quotidien et de plus kiffer ta place d'entrepreneuse. Et ça rejoint un peu ce que disait Nina, c'est que les gens te suivent certes pour tes compétences, mais ils te suivent surtout pour toi. Et c'est là, en fait, où tu crées une communauté. C'est la différence entre juste avoir des abonnés et avoir une communauté. Quand tu as une communauté, c'est que vraiment, il y a des choses qui vous regroupent et du coup, bah, il y a des valeurs qui vous regroupent. Et ce qui fait que bah, tes abonnés deviennent, entre guillemets, je mets des gros guillemets, hein, mais des fans sont vraiment super friands de ce que tu peux proposer. Et du coup, ça donne plus de possibilités parce que tu sais que si du jour au lendemain, bah, je sais pas, moi, tu vends des formations en ligne, tu n'as plus envie de vendre des formations en ligne, tu as envie de faire autre chose, bah, ces personnes-là seront là pour te suivre parce qu'elles te suivent plus que pour un produit, que pour une offre. Donc voilà. Après, ça a aussi ses inconvénients, hein, je pense qu'on va y revenir, mais Ouais. du coup, c'est personnel, donc forcément, ça a aussi ses inconvénients. Mais il y a quand même plein d'avantages. Et pour le coup, sur les réseaux sociaux, c'est ce que je dis, c'est que les gens s'attendent, même au niveau des marques, hein, toutes les marques qui ont réussi à décoller sur Instagram, par exemple, ou sur les réseaux sociaux de manière générale, c'est que des marques incarnées, hein. C'est je ne sais quoi, c'est Make My Lemonade, c'est que des fondatrices qui ont su se mettre en avant pour porter les valeurs de la marque. Donc, c'est sûr que quand on est sur les réseaux, on n'a pas juste envie
d'avoir des publicités ou même d'apprendre des choses. Le contenu éducatif, c'est bien, mais c'est aussi quand tu vas parler de tes valeurs, de tes convictions, de ce que tu as envie d'apporter, entre guillemets, au monde et de ce qui est important pour toi, que ça va encore plus marcher, quoi. Je rajouterai un truc, je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment, c'est trop intéressant. Et surtout, je voulais dire un truc par rapport à ça, c'est que t'as pas besoin de plaire à tout le monde, tu as juste besoin de plaire à un petit nombre de personnes. Tu vois, quand tu disais, tu parlais de communauté, en réalité, une communauté, c'est valable à partir même de deux personnes, quoi. En fait, si tu as déjà deux Grave. personnes qui se parlent entre elles. Et en fait, c'est la différence entre une audience et une communauté. Une audience, c'est quelqu'un avec qui toi, à qui tu vas t'adresser. La communauté, c'est à partir du moment où il y a des liens entre ces personnes et qu'elles vont même parler de toi quand t'es pas là. Et donc ça te fait Mm, un canal déjà marketing supplémentaire. Et un autre truc, c'est que t'as pas besoin de trop de gens, surtout quand tu vends des business models sur de la presta, par exemple. Bah, en réalité, t'as pas besoin d'avoir une grosse communauté. Parce que ce qui se passe, c'est que les influenceurs, eux, ils ont un business model de la sponsorisation. Donc, plus ils ont une grosse communauté, et plus ils vont pouvoir faire sponsoriser leur poste, et plus, en fait, ils vont pouvoir vendre cher. Nous, c'est pas notre cas. Nous, on vend des produits. Enfin, je crois pas, je connais Oui, pas oui, c'est bon, c'est ça. tous tes produits, mais, mm. mais en gros, tu vends un produit à des personnes. Donc, en réalité, tu as besoin, et c'est ce qu'on appelle la théorie des 1000 vrais fans. Si tu arrives à vendre à 1000 fans des produits même à 100 euros, bah, ça te fait 100 000 euros, tu vois, de chiffre d'affaires. Donc, en réalité, t'as pas besoin de 80 000 personnes pour faire une communauté. Tu as besoin de quelques personnes. Par contre, tu vas là, à qui tu plais vraiment au point bah, qu'ils achètent ton produit. Et donc, c'est encore plus important là d'être, je trouve, polarisant et d'assumer ses opinions parce que tu vas aller plus profondément, les gens vont plus t'aimer et donc ils vont plus être susceptibles d'acheter ton produit. Pour moi, avoir une grosse communauté, c'est pas forcément un énorme indicateur dans le sens où, bah, en fait, tu peux plaire moyennement à beaucoup de gens et pas suffisamment Complètement. pour qu'ils achètent ton produit. Mais en plus, enfin, en fait, moi, j'ai eu l'occasion du coup d'accompagner et des fondatrices de marques et des prestataires de services. Et à chaque fois, justement, les enjeux sont pas les mêmes, effectivement, parce que sur les prestataires de services, ce que je leur dis tout le temps, c'est que effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'abonnés parce que vous avez une offre qui est, je sais pas moi, à 500, 600, 1000 euros. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de gens finalement. Et la problématique est complètement différente, par exemple, avec des nanas qui vendent des t-shirts à 30 euros. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, pour elle, il va falloir du volume. Mais sur le cas d'une prestation de service, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'abonnés pour vivre de ton activité. Donc, bien sûr que je te rejoins complètement. Et effectivement, tu vois, le business model des influenceurs aussi, c'est complètement différent. Et comme tu dis, eux, ils monétisent leurs likes, ils monétisent leurs commentaires, leur engagement. Donc, forcément, pour eux, ça compte un max. Mais nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là, quoi. Donc, c'est sûr que faut pas mettre en place les mêmes actions, quoi. Et c'est Ouais, le média au service de l'entrepreneuriat, en fait. On est vraiment dans une configuration, là, ce dont on parle, on crée un média au service de l'entrepreneuriat et pas l'inverse, en fait, tu vois. Mm, Je pense mm. que ça change beaucoup de choses. ouais, complètement. Grave. Donc, si on devait résumer les bénéfices, j'en ai noté quatre gros pour les personnes qui nous écoutent. Donc, ça permet d'attirer des clients qui nous ressemblent et alors je sais plus la métaphore que tu as utilisée avec le bain, d'avoir la même température, enfin la température du bain qu'on a envie, ou voilà, j'adore, j'ai adoré cette métaphore. Ensuite, ça permet la quantité, si on arrive à construire une communauté autour de ses valeurs, autour de ses convictions, de ses opinions, et donc la quantité aussi en termes de lead, plus facile à vendre après. Ensuite, ça permet d'être à l'écoute du marché parce que forcément, bah, t'entends les battements du cœur de tes clients, en fait, clairement, puisque tu es juste à côté d'eux. Et ça élimine complètement la concurrence. Donc là, je pense qu'on est. Si ça vous donne pas envie d'ouvrir un peu votre gueule, à un moment donné, je ne sais plus quoi faire. Et donc, du coup, donc là, on a beaucoup parlé des bénéfices. Et Jess, j'ai l'impression que tu en as visiblement des côtés négatifs peut-être à partager, à partager comme ça ses opinions, assumer sa voix. Alors, les côtés négatifs, pardon, forcément, oui, il y aura des gens qui seront pas d'accord avec vous, mais encore une fois, je pense qu'on en a déjà assez parlé. C'est pas si grave, je sais pas, c'est comme si tu vas en soirée, il y a plein de gens, t'es pas d'accord avec eux, bah c'est pas grave. Voilà, faut vraiment comprendre ça. Ensuite, deuxième chose que je voulais quand même, dont je voulais parler, c'est que effectivement, des fois, il y a certaines prises de parole qui peuvent blesser des personnes. Je pense que ça, c'est plus une question de forme après que de fond. Moi, je sais qu'il y a notamment un post. Franchement, je pense qu'il y a qu'un post que j'ai regretté entre guillemets, et c'était pas juste parce qu'on me disait
Enfin, c'était pas des haters pour des haters, c'était parce que je me suis rendu compte en fait que ça blessait vraiment des gens. Donc voilà, ça c'est effectivement ça peut arriver, mais ça se travaille parce que encore une fois on n'est pas parfait et en fait bah même si tu blesses des gens, bah tu auras appris de tes erreurs et du coup tu vas communiquer, enfin tu vas revoir un peu ta manière de t'exprimer et du coup ça va, enfin voilà ça s'améliore de jour en jour et de mois en mois. Et effectivement le dernier désavantage, c'est que tu deviens la voix de ton entreprise, tu deviens le visage de ton entreprise, donc ça a plein d'avantages parce que, encore une fois, ben voilà, en termes de chiffre d'affaires et de tout ce que tu peux faire au niveau business, c'est ouf. Par contre, bah, les gens s'attendent toujours à ce que ce soit toi. Et du coup, ça peut poser quelques problèmes après si tu veux voilà, lancer telle ou telle offre. Les gens, en fait, c'est toi en fait que tu vends, c'est ton image. Et du coup, moi, par exemple, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai grave du mal à déléguer. Parce que Ouais. j'ai peur en fait que ce soit pas moi, que ce soit pas fait comme moi je l'aurais fait, que ce soit pas mon ton de communication, que les gens ressentent que c'est pas moi. Et du coup, ben, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Donc voilà, Bah, c'est un peu ma problématique du moment, mais effectivement, je pense que ça fait partie des désavantages, quoi. Comme tout dans la vie, hein, de toute façon. ouais, j'allais rebondir justement sur cette notion, là, le dernier point là, que tu as soulevé. Nous, sur le 3-6, on a beaucoup de nos membres qui sont dans cette phase où ils vont commencer, ceux qui sont sur vraiment, ils sont basés sur un personal branding, tu vois. Et du coup, ils ont du mal à déléguer parce qu'ils ont peur que, bah, comme c'est plus eux, que peut-être déjà il y ait des obstacles à la vente finalement. Et que les gens disent, bah non, moi c'est Jess que je veux, moi c'est Nina que je veux, etc., etc. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, parce que du coup, nous, chez Step 22, notamment avec le 3-6, je suis plus du tout toute seule à accompagner. Et moi, j'ai pas du tout eu cette problématique-là, en tout cas mindset. Mais je t'assure, Jess, il y a tellement de gens qui ont cette problématique-là. Enfin, c'est genre, d'un point de vue mindset, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont ça. Et je suis sûre, certaine que tu vas Je réussir vais rejoindre ton à passer ça. accompagnement. Ça y est, je close en plein milieu du podcast. C'est génial. C'est inédit. Donc, moi, ce que je vois, c'est que effectivement, au départ, en tout cas, là, quand on parle de nous et aussi une grande majorité des entrepreneurs qui nous écoutent, on a développé notre personal branding, notre voix, etc. Moi, je vois bien plus que ça derrière notre visage. Moi, ce que je vois, c'est nos valeurs, notre mission, notre vision. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ça, il faut réussir à trouver des gens, et il y en a, qui ont les mêmes valeurs, l'âme, et qui sont hyper engagés avec la mission. Et hyper intéressé d'amener avec toi la vision. Et ça fait toute la différence. Et c'est ça qui fait que moi, typiquement, je n'ai jamais cette objection en mode, oh là là, mais c'est pas toi qui coach en totalité. Je n'ai jamais cette objection parce que les gens savent qu'ils viennent sous ta protection à toi, tu vois, Jess. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah, dans tous les cas, ton équipe, c'est quelque part un peu le prolongement de ce que tu fais. Donc, Ouais. Forcément, c'est des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes ouais, convictions. Et puis, je pense que aussi, tu es très clair sur ça. C'est-à-dire que les gens, dans ton offre, ça doit être marqué que tous les coachings ne sont pas avec toi et tout. Et ce qui ah enlève, oui, c'est très clair. tu vois, cette déception potentielle. Mais effectivement, je pense que tu vois, c'est aussi ma zone de confort de rester là en mode je Ouais. délègue, mais je délègue pas trop les trucs importants et tout. Je pense que c'est le next step aussi. Et voilà, il va falloir que je bosse dessus. Mais je suis convaincue de ce que tu me dis à 300%. Mais tu dis que c'est un point négatif et je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que oui, c'est un point négatif. Mais en tout cas, je dis aussi pour les gens qui nous écoutent, ça se fait, c'est juste que ça se fait progressivement, mais c'est possible, quoi. C'est possible de sortir de ça. Complètement, moi je vous rejoins pour ajouter de l'eau à tout moulin, Pauline. Le fait d'avoir délégué, J'adore les métaphores moi le aujourd'hui. bootcamp, ouais, la métaphore. Euh, le fait d'avoir délégué le bootcamp, parce que moi j'ai exactement cet enjeu, ça a fait que ça a amélioré l'expérience client. Mais bien C'est-à-dire sûr. qu'en fait, les choses sont mieux faites que quand c'est Nina qui les fait, parce que Nina, elle fait 36 trucs en même temps, en fait. Donc, le fait qu'il y ait quelqu'un dont le job est uniquement de coacher ou dont le job est uniquement de corriger les posts, ou le job est uniquement de faire des lives, en fait, ça fait que bah, c'est mieux fait que si c'est Nina qui a un petit bout de son cerveau qui fait ça, et puis l'autre bout qui est en train de vendre son livre. Enfin, voilà. Donc, juste pour clôturer cette parenthèse, totalement. Et d'ailleurs, moi, j'ai été agréablement surprise. Je me suis dit, hop, ah, les gens veulent Nina. En fait, c'est moi-même qui ai un ego trop important, hein. En fait, les gens, ils veulent juste réussir. Ils veulent pas Nina. C'est genre, ils arrivent avec un besoin, c'est-à-dire, je veux avoir de la visibilité sur LinkedIn et ils veulent juste que ton produit réponde à leurs besoins, tu vois. Si t'es là, c'est cool, mais voilà. C'est l'effet Mickey un peu. Moi, j'ai dit, j'arrête d'être Mickey. Voilà, je viens un peu faire Mickey, mais
Tu vois, Mickey, c'est genre tu viens et puis en fait tu dis bonjour. Après, Et juste, Euh, ouais, juste, je suis hyper curieuse du coup. Est-ce que tu as réussi, enfin, est-ce que tu as délégué par exemple tout ce qui est page de vente ou pas? Page de vente, pas encore parce que Ou j'ai email pas de vente? ressorti Enfin, de quelque nouveaux chose qui est dans produits. ta zone Mais de ouais, génie, entre guillemets, ton cœur de métier. Parce que je trouve que c'est encore oui, oui, plus oui. difficile, tu vois, de faire ça. Et je sais qu'il y en a plein qui arrivent à le faire. Et ça me fascine. Je suis là en mode, mais c'est ouf. Genre, c'est les meilleurs dans leur domaine. Et pourtant, Ouais, ils arrivent à déléguer cette partie. Du coup, ça me mindfuck. Et du coup, j'étais curieuse de savoir. ouais. Alors, je pense que tu pourras en parler à Pauline aussi parce qu'elle l'a fait, mais je vais te donner mes inputs et je pense avec plaisir pour continuer cette conversation. Mais en réalité, là, je commence à déléguer des choses qui sont dans ma zone de génie, notamment les emails, premièrement. Et deuxièmement, les posts LinkedIn, qui je pensais être dans ma plus grosse zone de génie. En réalité, ce qui est important, je crois que c'était Pauline qui m'avait donné d'ailleurs, en parlant de ça, de cette astuce, c'est je suis présente au début du process, je suis présente à la fin du process, mais en réalité, 80% du truc se fait sans moi. Moi, j'interviens sur les 20%. Et aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place. C'est pas aussi mis en place que sur la partie production produit, parce que ça, c'est ce que j'ai une CEO qui s'occupe de délivrer le produit aujourd'hui, donc c'est sa responsabilité. Mais sur la partie market vente, je suis en train, petit à petit, de le faire. Là, je dirais que je suis à 40% de ce que j'aimerais atteindre, quoi. Donc, c'est en train de se faire. Après, il y a la question de à quel point tu laisses, à quel point tu es OK que ce soit pas à 100% exactement comme tu fais au début, en fait. Mm, Moi, j'ai pas mis mon exigence à 100%. J'ai accepté que pour récupérer 3 heures de ma semaine ou 10 heures dans ma semaine, ce soit 10% moins bien que ce que je fais d'habitude. mm, mm, Et est-ce que l'impact, il est si grand que ça? Voilà, j'ai lâché prise un peu là-dessus. Voilà, c'est mon input. si Ouais. je peux me permettre d'ajouter un truc là-dessus, ça dépend aussi Mhm. du type de zone de génie. Je vais m'expliquer. Moi, par exemple, j'ai délégué le coaching très facilement, mais le coaching business. Donc, vraiment le cœur de ce que je fais. Mais déjà, il faut savoir que j'ai délégué Alors, quand je dis j'ai délégué le coaching business, je ne l'ai pas délégué à 100%, mais j'ai des coachs dans l'équipe qui coachent sur la partie business. Et c'est pas moi qui fait tout ça, qui fait la totalité de tout ça. Moi, comment je vois les choses, c'est que ces gens-là, ils apportent autre chose, un autre regard, une autre expérience. Et donc, ça, pour moi, c'est juste hyper puissant. Et limite, aujourd'hui, je me verrais presque pas revenir à du one-one. Parce que j'aurais presque envie de dire aux gens, mais en fait, ne me prends pas en one-one. C'est de la merde en boîte à côté du 3-6. Tu vois, Ouais, j'ai c'est ça. presque envie de dire ça parce que pour moi, je le vois sincèrement comme ça. Et T'as régulièrement, raison. je sais pas, peut-être, allez, une fois sur 40, quoi, on va dire, sur 40 candidatures qu'on a sur le 3-6, on me demande, est-ce que tu fais encore du one-one? Mais c'est hyper rare. Mais à chaque fois, moi, c'est ça la réponse et je le pense sincèrement. En fait, c'est de la merde, en fait, en one-one. Aujourd'hui, tu vois, ce que je le pense vraiment parce que c'est tellement bien aujourd'hui ce que je peux offrir Ouais. avec les autres coachs. Donc là, c'était sur la partie accompagnement. Et là, vous avez parlé aussi finalement de la partie un peu création de contenu, là où il y a votre patte encore plus. Et ça, il y a aussi beaucoup cette croyance-là, mais finalement, et tu l'as dit Nina, c'est aussi une histoire de process. Mettre en place un process qui fait que vous êtes peut-être à 10% du process au lieu d'être à 100%. Et justement, vous pouvez venir rajouter la touche Jess, la touche Nina mm, mm, dans mm. un travail C'est qui a ça. été fait par quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est totalement possible. Ouais. Non, 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 mais complètement. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et encore une fois, comme tu dis, déléguer sa création de contenu, c'est pas forcément de la déléguer à 100%. Ça peut être, bah, toi, tu continues à donner les idées, à, voilà, à parler des sujets enfin, à faire ton calendrier édito. Après, la personne prend le relais, puis elle te le renvoie, etc. Mais trop bien. Bah, Ouais, sortez un step by produit step. sur la délégation, je l'achèterai. Allez faire le 3-6 surtout, parce que ouais, il y a quand même pas mal de trucs que Pauline m'a dit. Et elle a des sacrés trucs dessus, elle a des fiches toutes faites, sur les indicateurs clés et tout. Non, franchement, allez faire le 3-6. Merci Nina, merci beaucoup. Alors, on arrive du coup, j'allais dire à la fin, mais en fait, on pourrait parler encore pendant 3 quarts d'heure pépouze sans problème. Mais j'aime bien finir l'épisode sur soit une question qui va permettre aux personnes qui nous écoutent de se mettre en action, soit de suggérer une action pour justement commencer à prendre sa place. Je dis commencer parce qu'évidemment, c'est un travail au long cours. Mais Nina, ce serait quoi une question ou une action que tu pourrais envisager pour les personnes qui nous écoutent à la sortie de cet épisode? Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu peux faire tous les jours pour affirmer ce que tu penses? Alors, ça peut être, dire à ton copain ou à ta copine que t'es pas d'accord, affirmer une opinion. Ça peut être avec un groupe d'amis.
affirmer une opinion. Donc, commencer par des cercles dans lesquels tu as confiance. Donc, ça, c'est la première chose. Ça dépend du niveau d'avancement où tu es, de la peur du rejet. Et deuxième chose, alors moi, je suis méthode bourrin, hein, de toute façon, c'est Nina Style. Tu prends ton clavier et tu publies tous les jours. Ton indicateur de réussite, c'est pas ton nombre de vues, c'est pas ton nombre de likes, c'est à quel point tu as réussi à tenir pendant 30 jours. Déjà, ne cherche pas de plaire, mais ton indicateur, c'est juste est-ce que le post il est parti ou pas. Et une fois que tu auras fait ça, ben, déjà, t'auras enlevé plein de problèmes et tu pourras te consacrer à comment je peux aller perfectionner les posts, aller un niveau dessus sur le contenu. Mais déjà, en ayant fait ça, t'as balayé ta peur. J'adore. Hyper actionnable et surtout hyper dans l'action. Donc ça, on aime. Ouais, passer à l'action, franchement, pour rebondir là-dessus, c'est hyper important. Régularité, entraîner son cerveau à produire et sans se poser 36 milliards de questions. Parce qu'encore une fois, les gens s'en foutent en fait de ce que vous postez. Arrêtez de penser que voilà, vous allez avoir plein de haters du jour au lendemain. C'est pas du tout vrai. Et du coup, moi, en petit complément, je dirais à chaque fois que vous hésitez à poster, posez-vous la question, quel est le pire des scénarios? Qu'est-ce qui peut m'arriver au pire si je publie ça? Et vous verrez que en fait, il y a rien de très grave qui puisse arriver. Au contraire, par contre, il peut y avoir plein de bénéfices. J'aurais pas dit mieux et ça permet de clôturer cet échange hyper intéressant parfaitement. Je vous remercie infiniment pour votre temps. Je mettrai toutes les infos vous concernant j'allais dire dans la barre d'infos, je me crois sur YouTube, mais bref, vous avez compris l'idée. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Merci Pauline. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.